Regardez tous les gens qui ont vraiment réussi là aujourd'hui et regardez s'ils ont vraiment fait des écoles, tous des grandes écoles, écoles de commerce ou autres. Non, pas forcément. Donc moi je pense qu'il faut dire aux jeunes, faites-vous confiance. Cessez s'il vous plaît. 24 000 € par jour. Vous Cessez monsieur. tous les salariés. Non, nous allons 24 000 continuer. €, Cessez s'il vous plaît. Monsieur, ça suffit. Autre question, panneau numéro 3. Arrêtez, bon, faites sortir ce monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, Élise Lucet, Évacuez ce France monsieur, 2. s'il vous plaît. Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je suis aussi titulaire d'une action Sanofi. C'est une question qui s'adresse à monsieur Wibarer. Les actionnaires vont valider aujourd'hui votre rémunération, monsieur Wibarer, avec 8 648 326 euros. Vous êtes le patron le plus heureux et aussi le mieux payé de France. Votre augmentation sur un an est de plus de 15%. Vous gagnez 508 fois le SMIC par an. 508 fois le SMIC par an. Dans le même temps, les résultats de Sanofi baissent. Il y a eu, on l'a entendu à l'instant, des milliers de suppressions de postes ces dernières années depuis votre arrivée. Est-ce que votre rémunération justement de plus de 8 millions d'euros, ça n'est pas trop au vu de ces résultats et aussi du contexte actuel? Est-ce que ça n'est pas déplacé? Merci d'une réponse aussi précise que pour les questions précédentes. Merci infiniment. Je trouve pas normal en France que les journalistes politiques soient toujours des journalistes politiques toute leur vie. C'est parce que à force ils connaissent trop bien les responsables politiques et ils nouent des relations, et c'est bien normal, qui sont des relations de proximité avec des gens de gauche, avec des gens de droite, ils se tutoient, ils vont déjeuner ensemble. Et ça, à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou pas, ça se ressent, ça se voit à l'antenne. Cette proximité-là, même si les journalistes gardent leur positionnement journalistique à l'antenne, cette proximité, elle se sent, elle se ressent, et donc il y a un soupçon qui n'est pas toujours justifié, mais qui est là. Et donc, moi je suis pour, par exemple, comme aux États-Unis, ou comme dans d'autres pays anglo-saxons, que les journalistes politiques changent de poste, c'est-à-dire que tous les 5 ans ou tous les 10 ans, les journalistes politiques viennent du service économique, viennent du service société, viennent d'un autre service, et que du coup on change cette relation entre les politiques et les journalistes. Ça, c'est la première chose. Après, il y a une multiplication des médias, beaucoup de directs, et notamment sur les chaînes d'infos, énormément de directs devant Matignon, devant l'Élysée, devant tel ministère, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Bref, on est toujours dans des lieux de pouvoir, et ça renvoie une image qui n'est pas une image de la France, ça renvoie une image qui est celle d'une toute petite France, des élites, et donc du coup, bah oui, il y a un soupçon sur ces télés-là aussi, où on dit, vous n'êtes pas assez proche de nous, vous êtes trop proche des puissants. C'est peut-être ça aussi qui a un peu vrillé le rapport entre les téléspectateurs et les journalistes sur la manière dont ils pouvaient percevoir la France. Ils sont nombreux. Merci à vous Gérard Lanvin. Premier cru, le film donc de Jérôme Lemaire sort en salle demain. Et je le rappelle, vous êtes à l'affiche avec Jalil Lesser, Alice Taglioni et Laura Smet. C'est un très beau casting, très joli. Je voulais vous dire quelque chose, Élise, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que vous aviez une carrière pathétique. Je ne suis pas du tout d'accord, moi, avec... et je pense que certaines fois, on devrait garder son sang-froid. Quand on est honnête, c'est difficile, évidemment, de dire ça, parce que ça peut vous déranger, ça peut vous gêner, mais moi, je tiens à vous le dire. Merci. Vous avez une carrière super. Merci à vous Gérard, c'est adorable de votre part. Et on essaie, quoi qu'il arrive, toujours en toutes circonstances, de garder notre sang-froid. Tout à fait. Merci infiniment. Je fais pas de ménage, je travaille simplement à France Télévisions, je travaille pour Cache Investigation, et c'est tout, je fais pas de ménage, donc c'est limite diffamation ce qu'elle dit là, parce que c'est complètement faux. Après elle dit suffit de chercher, elle va perdre du temps, elle va perdre beaucoup de temps. Et en ce qui concerne le fait de tout ce qu'elle fait, c'est courir après ses interlocuteurs, elle ferait mieux d'appeler. Je rappelle juste qu'en ce qui concerne Rachida Dati, mais tous nos interlocuteurs, quels qu'ils soient, on fait exactement ce que font tous les journalistes du monde entier, c'est-à-dire qu'on envoie des mails, on téléphone, au DIRCOM, ce qu'on a fait pour elle, comme on a fait pour tous les autres. Et quand finalement, au bout de 3, 4, 5 mois, on n'a que des refus, on finit par courir après quelqu'un dans un couloir. Mais c'est pas notre but premier de courir après quelqu'un dans un couloir. Notre but premier à nous, c'est d'avoir une interview en bonne et due forme et d'avoir des réponses à nos questions. Est-ce qu'on subit des pressions ? En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je crois qu'il n'y a aucun patron ou aucun ministre qui ose m'appeler sur mon téléphone portable parce qu'ils sont tous persuadés que j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques. Et là-dessus, d'ailleurs, je vais laisser un léger flou. Peut-être que c'est vrai. En fait, les pressions, elles s'exercent plutôt là-haut, tout là-haut, à la direction de France Télévisions. Et la plupart du temps, on m'en parle pas, donc c'est plutôt un
bon signal de la part de France Télévisions, on nous laisse travailler tranquillement. Après, il y a quand même de l'intimidation de grosses sociétés qui ne veulent pas nous accorder des interviews et qui font tout pour que nos enquêtes ne sortent pas. Mais comme vous nous connaissez, ça nous donne plutôt envie de les sortir. Il paraît que vous évitez d'avoir certaines conversations au téléphone, vous avez des ordis cryptés. Vous êtes parano depuis que vous faites Cache Investigation? Non, je vais vous dire très franchement, j'ai pas d'ordi crypté, c'est juste qu'il y a certaines conversations téléphoniques qu'on a dans des pièces où il n'y a ni ordinateur ni téléphone. Ouais, à l'ancienne. Attention. Ouais. Non mais, si vous voulez, il y a un seul truc qu'on ne peut pas pirater, c'est votre cerveau. C'est tout. Donc à un moment, quand on se parle en tête à tête dans un bar et qu'on a laissé tous nos téléphones portables ailleurs, et vous laissez quand même les téléphones portables ailleurs. Ah oui, ça peut arriver. Attendez, c'est pas tous les jours. Est-ce que vous pensez que vous êtes en danger parfois, Élise Lucet? Non, on n'est jamais en danger. Enfin, très franchement, je pense qu'aujourd'hui, on est en France. Je n'aimerais pas faire le métier que je fais dans certains pays. Et j'ai beaucoup d'admiration pour des lanceurs d'alerte ou pour des reporters qui font leur métier dans ces pays où ils prennent de réels risques. Ne commençons pas à jouer au cow-boy de l'info et en disant « Madame Lucet, vous prenez des risques, c'est dangereux pour vous ». Enfin, franchement, je ne le pense pas. On est dans une démocratie, on est dans un pays où on a le droit d'enquêter, on a le droit d'informer. Puis je ne suis jamais seule, je suis toujours, quand je suis sur le terrain, en tout cas avec mes équipes. Vous arrivez à obtenir des choses très confidentielles. Est-ce que vous payez vos informateurs? Jamais. Ah ouais, jamais? Non, jamais. Règle numéro 1, ne jamais payer ses informateurs. Règle numéro 2, toujours protéger ses sources. Ne jamais révéler leur nom, les protéger. Quand vous disiez par exemple qu'on a justement les protéger, c'est quand même qu'il y a un danger, alors pas forcément physique, mais il y a quand même un danger potentiel. Ah bah bien sûr. On est sur des terrains minés quand même. Mais bien sûr, certains peuvent perdre leur travail, se retrouver avec des procès extrêmement lourds et perdre énormément d'argent sur des lanceurs d'alerte. Oui, ça peut bouleverser leur vie. Vous les protégez comment? Alors, l'idée étant que leur identité ne soit jamais révélée. Donc ça veut dire que par exemple, dans les documents, on n'écrit jamais leur nom, on n'écrit jamais leur numéro de téléphone, on n'écrit jamais leur mail, on va leur donner des faux prénoms, on parle de comme ça entre nous, et puis on fait très attention à les protéger réellement. Protéger ses sources, c'est protéger des gens qui ont accepté de se mettre en danger pour faire émerger la vérité. Et ça, on ne rigole pas avec ça. Je suis très admirative, moi, de ces gens. Très, très admirative. Quand vous voyez ce qui est arrivé à tous les lanceurs d'alerte dernièrement, ils ont quasiment tous perdu leur boulot, leur vie a été bouleversée, ils sont poursuivis en justice. La plupart d'entre eux, quand ils étaient mariés, ont divorcé. Ils ont fichu leur vie en l'air pour faire émerger la vérité. Chapeau bas. Vous le feriez? Je pense que je le ferais, mais disons que je suis... Maintenant, on informe, nous aussi, les lanceurs d'alerte, de ce qu'ils risquent. Beaucoup, on leur dit.